Chrono est parti. Merci beaucoup. Merci pour cette occasion de vous présenter un peu quelques chantiers de recherche en histoire de l'adoption. On va considérer que l'adoption est un phénomène de société et donc il peut être interrogé évidemment par l'ensemble des sciences humaines et sociales. Et l'histoire ne fait pas exception. L'histoire, c'est assez simple, c'est la reconstruction du passé à partir de traces analysées avec méthode en vue de produire un récit. Voilà ce qu'est l'histoire. Donc, on va parler de traces, on va parler de méthode et on va parler de euh, constitution d'un récit sur l'histoire de l'adoption. Alors, quelques chantiers, en fait, je vais vous en parler de trois essentiellement, mais tout ça va être un petit peu mélangé. Vous retrouverez assez facilement, je pense. Évidemment que le chantier de l'histoire des pratiques illicites dans l'adoption nationale est toujours ouvert. Il n'est pas terminé. J'en dirai un mot au fur et à mesure. Et puis, il faut ouvrir celui aussi du chantier de l'histoire des pratiques illicites dans l'adoption nationale, où là, il y a encore moins, si j'ose dire, pour l'instant. La tension entre l'intérêt de l'enfant et les droits de l'enfant, ça, je vais y revenir autour de justement cette question de la régulation de l'adoption internationale, qu'il faut peut-être essayer de lire d'une manière un peu différente. Je vais vous proposer une autre lecture. On va voir ce que ça donne, suggérée par des contacts récents avec des juristes. Et puis la place et le rôle des personnes adoptées, j'ai envie de dire là, ça devient un classique parce que c'est moins récent, si j'ose dire, mais évidemment que l'adoption internationale en particulier a été pendant longtemps organisée par quelques acteurs. Et puis, effet générationnel faisant, eh bien, il y a un nouvel acteur qui arrive, qui est arrivé déjà, qui arrive, mais qui va continuer d'arriver, parce que l'effet générationnel, c'est une noria. Donc voilà, je vais essayer de voir ça un petit peu. Alors, je suis historien, donc je ne peux pas commencer sans vous donner quelques dates, évidemment. Quelques repères chronologiques, vous allez voir, ça va très vite. Je passe sur le premier item. Le deuxième m'intéresse particulièrement. L'adoption, c'est une mesure de protection de l'enfance, c'est donner une famille à un enfant qui n'en a pas. Mais dès la loi de 66, euh, on a une enquête obligatoire qui équivaut à peu près à l'agrément actuel pour l'adoption d'un enfant français, mais il faudra attendre 1985 pour que cet agrément obligatoire soit également effectif pour adopter un enfant étranger. Tiens, quand on parle d'adoption comme mesure de protection de la France, ça interroge quand même, est-ce que finalement il y a une différence entre l'enfant français et l'enfant étranger? On parle de régulation, je vous ai mis les deux grands textes de référence. On parle souvent du deuxième dans l'adoption internationale, la Convention de La Haye, Caroline l'a cité tout à l'heure. On oublie souvent l'autre, la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989, et je vais revenir un petit peu là-dessus. Euh, voilà un des premiers dessins de presse sur l'adoption internationale en France. On est en 1971 dans Le Monde. Vous voyez la légende, plusieurs centaines de couples français ont adopté des enfants du tiers-monde, et évidemment, on est au mois de décembre, vous avez reconnu la crèche. La référence religieuse n'est d'ailleurs pas inintéressante ici. On est au temps des pionniers dans le démarrage de l'adoption internationale, dans les années 60. Et vous voyez que très vite et très tôt, l'adoption est présentée finalement comme une mesure d'aide au tiers-monde, en quelque sorte, une mesure humanitaire, un engagement, les références au tiers-mondisme, aux religions, pardon, fait que on va avoir très vite un premier discours sur l'adoption internationale qui va être une injonction à sauver des enfants. Et cette injonction à sauver des enfants, est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que ça? Non. Et donc, bah, finalement, une idée qui fait que la fin peut parfois justifier les moyens. Edmond Kayser, qui a créé Terre des Hommes en 1960 en Suisse, n'a pas d'autre discours que ça. Je suis en train de sauver des enfants avec mon accueil à vie, qui va populariser l'adoption plénière en France d'enfants étrangers. Je suis en train de sauver des enfants et vous me demandez de quoi un visa, de prouver par un papier qu'il faut que j'ai l'autorisation pour sauver cet enfant. Et donc évidemment, ce premier discours sur l'adoption internationale, il va laisser beaucoup de traces, notamment dans une relation de rapports inégaux entre les États. Pour faire une parenthèse, et pour Anne-Marie, qui le sait, mais de 1965 à 1972, il y a des centaines d'enfants québécois qui vont être adoptés
en France. Et là, on n'est plus du tout dans le rapport Nord-Sud. Donc, vous voyez, ça réinterroge aussi quelques, euh, quelques notions. Cette diapo pour un épisode tout à fait emblématique de l'histoire de l'adoption internationale, c'est l'opération Baby Lift en 1975. En deux mots, on est à la fin de la guerre du Vietnam, à la toute fin de la guerre du Vietnam. On est en avril 1975. Et le président Gerald Ford, qui est en train de perdre cette guerre du Vietnam, et de quelle façon? Vous souvenez tous de ces hélicoptères s'envolant en catastrophe de l'ambassade américaine à Saïgon, eh bien, décide cette opération Baby Lift, qui est en fait un pont aérien entre Saïgon et les États-Unis pour emmener aux États-Unis, finalement, ça sera à peu près 2000 enfants qui étaient en passe d'être adoptés par des familles américaines, mais pas que. Euh, et ce pont aérien qui commence par un drame, puisqu'il y a un avion qui s'écrase juste au décollage avec de très nombreuses victimes, eh bien, j'ai envie de dire, il y a tout ce qu'il ne faut pas faire quand on fait de l'adoption internationale. Il y a la guerre, il y a la dimension humanitaire, il y a la dimension on va sauver des enfants, il y a la dimension aussi d'idéologie, parce qu'il y a une dimension anticommuniste là-dedans. Les États-Unis ont perdu la guerre du Vietnam, mais Ford veut gagner la dernière bataille qui est celle des enfants, en fait. Hein. Donc, vous voyez, il y a une symbolique très, très forte. C'est aussi l'histoire d'une post-colonialité aussi. Et c'est aussi l'histoire d'agences d'adoption qui sont très, très puissantes, les agences américaines. Sur ces 2000 enfants, pour la petite histoire, 200 vont ensuite revenir en France. Voici un graphique que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, certainement. C'est l'évolution du nombre de visas délivrés à des enfants étrangers entrant en France en vue d'adoption. Je suis donc en train de vous parler de la première période, c'est-à-dire celle qui est entourée en rouge, où il y a une croissance tout à fait importante du phénomène, même s'il faudrait encore augmenter ces chiffres, hein, puisque un certain nombre d'enfants sont entrés en France sans visa, et donc évidemment, on n'a pas pu les compter en délivrant les visas. Jean-Hugues Deschaux parlait de marché et de droit. Oui, on est à une période, notamment quand se multiplie le nombre des pays d'origine. Vous voyez, en fait, dans les années 60-70, on est à une dizaine, essentiellement des pays asiatiques. Dans les années 80, on est entre une vingtaine et une trentaine, essentiellement des pays d'Amérique latine. Puis à partir des années 90, on arrive à ce chiffre de 60-70 pays d'où viennent les enfants qui sont adoptés en France. Et donc, dans cette croissance-là, eh bien, évidemment, la question, elle est posée, elle est posée comme ça. C'est la question de l'expertise. Est-ce qu'en France, à l'époque, je pourrais prendre n'importe quel autre pays d'accueil, est-ce qu'on a l'expertise suffisante pour être capable de mesurer correctement ce qu'impliquent des adoptions de centaines puis de milliers d'enfants par an venant de 70 pays? Donc, là, il y a une vraie question. Et puis, on est dans une période où, clairement, l'offre va créer la demande. Ça veut dire que des enfants pauvres dans le tiers-monde, il y en a beaucoup, ben, oui, bien sûr. Euh, Est-ce qu'ils ont tous vocation à être adoptés? C'est une autre question. Et il y a des humanitaires qui, dès les années 70, disent surtout pas. Donc le débat, il est ancien là-dessus. Et puis l'offre crée la demande, la demande crée l'offre, pardon. Ça veut dire qu'à partir du moment où dans les États du Nord, notamment en France, on a une demande pour adopter des enfants à l'étranger, c'est-à-dire c'est le moyen le plus, je mets tous les guillemets que vous voulez, simple, facile, aisé pour faire famille. On parlait tout à l'heure de d'autres moyens, mais dans ces années 70 et 80, voilà, la PMA n'est pas encore là, etc. Et donc cette demande extrêmement forte va générer de l'offre. Et vous parliez de marché et de droit. Eh bien, c'est exactement dans ces termes-là que se pose l'adoption internationale dans cette période de croissance qui est très important. Avec évidemment au centre de tout ça l'argent. La Convention de la Haye, réunie hier, est en train de réfléchir sur cette question. La place de l'argent dans l'adoption internationale. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Évidemment que l'historien, vous savez, c'est celui qui est persuadé qu'on peut mieux comprendre le présent en étudiant le passé, mais qui est aussi convaincu du contraire.
mieux on regarde le présent et on comprend le présent, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les sociologues, ben, plus on comprend le passé. Et là, voilà, l'argent, je ne suis pas en train de vous parler d'un gros mot dans l'histoire de l'adoption internationale, on en parle aujourd'hui à La Haye. Euh, cette période s'accompagne, le développement s'accompagne d'affaires, de scandales, de dérives, appelez ça comme vous voudrez. On l'a montré avec Fabio Macedo pour ce qui est de la France avec notre étude en 2022-2023. C'est pas la seule. J'aurais pu faire une dizaine de diapositives sur des études qui, récemment, aux Pays-Bas, en Suisse, en Belgique, etc., vont dans le même sens. Et aussi, j'aurais pu donner beaucoup de références. On parlait tout à l'heure de bibliographie, d'historiens, d'historiennes, de sociologues qui ont travaillé sur cette question et qui, désormais, sont en train de produire des résultats. Rachel Nolan, qui est une Américaine pour les États-Unis, le Guatemala, etc. Karen Alvaro pour le Chili, Domingo Sabreux pour le Brésil, etc. La liste est longue. Et donc, aujourd'hui, eh bien, le discours qui est de dire oui, mais ce sont des cas isolés, ce sont des exceptions, sincèrement, il est plus tenable. Il est plus tenable. Mais une chose est sûre, c'est qu'il reste à évaluer quantitativement ce phénomène. Et ça, c'est pas simple sur le plan de la méthode historique, de la méthode en sciences sociales. Il reste à préciser le rôle des protagonistes, de chaque protagoniste. Et ils sont nombreux dans l'adoption. Il y a les États, bien sûr, qui ont un rôle de régulation. Il y a aussi évidemment les adoptants et leurs associations. Il y a évidemment tous les intermédiaires. En France, chez nous, ce sont les OA. Il y a aussi les familles d'origine, évidemment, les familles de naissance. Et puis tous les autres intermédiaires qui ne sont pas des structures organisées et qui ont vu évidemment dans ce marché une aubaine pour faire de l'argent. Et ils ont été nombreux. Donc il reste à faire tout ça, et puis il reste peut-être à passer des études nationales à une histoire globale. Depuis maintenant 10, 15 ans, en histoire, il y a cette tendance d'aller vers l'histoire globale des objets, l'histoire globale de telle chose, etc. Et bien, il reste à aller vers une histoire globale, oui, des pratiques illicites dans l'adoption internationale. Ça s'y prêterait bien. Bon. Euh, une fois qu'on a fait tout ce tour-là, eh bien, il peut y avoir l'apparition d'un paradoxe. Le paradoxe, c'est que l'adoption internationale, c'est une mesure de protection de l'enfance. Mais, dans certains cas, vous voyez que je prends toujours les mêmes précautions, dans certains cas, cette mesure de protection de l'enfance, en fait, elle est propice à des dérives contraires à la protection de l'enfance. Donc, comment on articule ça? Comment on est capable de décliner, en quelque sorte, tout ça? Et là, il faut se poser la question, effectivement, des droits humains et de la protection de l'enfance et des droits de l'enfant. Vous voyez, j'ai mis ça entre parenthèses parce que les deux sont liés. Il y a une articulation qui est un peu complexe là, mais dans l'adoption internationale, on parle des droits des parents de naissance, bien sûr, on parle des droits des enfants, et je l'ai rappelé ici, mais je pense que c'est assez inutile, évidemment, il n'existe pas d'un droit à l'enfant. Le corpus juridique, contrairement à ce qu'on peut entendre des fois, on dit ah ben avant la Convention de la Haye, il n'y a rien. Ben si, avant la Convention de la Haye, il y a beaucoup de choses. Il y a, tiens, un que j'ai oublié, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, la Déclaration des droits de l'enfant de 59, 10 principes très forts. Une déclaration de 86 qui est souvent oubliée sur les principes socio-juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants envisagés sous l'angle des pratiques en matière d'adoption. J'aurais pu parler de la Convention du Conseil de l'Europe qui date de 1967. Et puis, évidemment, la Convention relative aux droits de l'enfant de 89 et celle de La Haye. Tous les autres textes, les premiers textes sont des déclarations. Et ils n'ont pas, en quelque sorte, d'obligation de contrainte. Mais les deux dernières, les conventions de 89 et de 93, imposent des contraintes aux États partis. Et tous les États ont signé et ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant, à l'exception notable des États-Unis. C'est un autre débat. Voilà. Et évidemment, la Convention de La Haye n'a pas eu le même nombre de ratifications.
Alors, si on revient aux fondamentaux, bah, 4 grands principes dans la Convention relative aux droits de l'enfant et un certain nombre de droits fondamentaux. Alors, on est bien d'accord que dans la Convention relative aux droits de l'enfant, tous les droits énoncés sont fondamentaux. Il y a pas un juriste qui vous dira l'article 12, il est plus important que l'article 3, ou etc. On est d'accord. Article 7, droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Article 9, les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, contre le gré des parents. Et puis, il y a un article 21, vous voyez, spécifique sur l'adoption internationale, consentement à l'adoption, subsidiarité, garantie, interdiction de profit indu, etc. Ça, c'est la Convention de 89. J'ai presque envie de dire que c'est la plus importante. Elle est plus importante que la Convention de La Haye, d'une certaine manière, puisque tous les États du monde, ou presque, en sont partis. La Convention de La Haye, ce n'est finalement qu'une déclinaison des quelques articles que je viens de vous montrer sur l'adoption internationale. L'intérêt supérieur de l'enfant, dont l'expression remonte à 1959 dans la Déclaration des droits de l'enfant de l'ONU, principe de subsidiarité, vous voyez, on retrouve les mêmes choses. OK, très bien. Alors, maintenant, donc, il y a deux choses à en tirer. Avant la Convention de La Haye, avant la Convention relative aux droits de l'enfant, il existait d'autres textes qui parlaient déjà d'intérêt de l'enfant et déjà de droits de l'enfant. Le premier, c'était 1923-24, la Déclaration de Genève. On en a commémoré le centenaire il n'y a pas longtemps. Là. Bon. Euh, si, c'est intéressant. Il y avait quoi dans cette première déclaration? Il y avait 5 devoirs de l'humanité envers les enfants. Donc ça n'énonçait finalement que des droits de protection. Dans le texte de 89, il y a des droits de protection, mais il y a aussi évidemment des droits d'émancipation. Et ces droits d'émancipation des enfants, d'expression, des droits capacitaires des enfants, sont aussi importants que ceux de protection. Il n'y a pas de hiérarchie des droits quand on parle de droits fondamentaux. Et donc, bah, évidemment, est-ce que tout ça, ça allait assez loin finalement? Ben oui, ça va même très loin. La Convention de La Haye, regardez son préambule, convaincu de la nécessité de prévoir des mesures pour garantir que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant, ok, et le respect de ses droits fondamentaux, sous-entendu de tous ses droits fondamentaux. Et ça, le doyen Carbonnier, dans les années 60, qui réformait le divorce, etc., mais qui avait refusé de s'occuper de la loi de l'adoption de 66, c'est pour ça qu'il l'avait refilé, si j'ose dire, à une jeune magistrate du cabinet du garde des Sceaux qui s'appelait Simone Veil, et qui a fait la loi de 66, adoption simple, adoption plénière. Le doyen Carbonnier disait lui-même, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est une formule magique qui est propice à tous les arbitraires. Une fois qu'on a dit qu'on fait quelque chose dans l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'est-ce que vous voulez répondre? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez discuter? L'injonction à sauver des enfants, c'est l'intérêt supérieur des enfants, et donc ça peut permettre d'écraser ces droits fondamentaux. Ce n'est pas l'esprit ni la lettre des conventions internationales de 89 et de 93. Quand on dit dans l'intérêt supérieur de l'enfant, ben oui, il faut sauver des enfants, il faut leur donner à manger, faut les soigner, etc. On ne fait référence qu'aux droits de protection de l'enfant, pas à tous les autres, qui sont aussi des droits fondamentaux. Je ne vais pas lire les diapos, mais vous avez compris le processus. Alors pour autant, est-ce que cette convention de La Haye, donc qui va très loin en fait, mais est-ce qu'elle est suffisante? La réponse est évidemment non. Après la conférence de La Haye, la convention de La Haye, pardon, y compris dans les pays États parties qui l'ont signé et ratifié, évidemment qu'il y a eu encore des pratiques illicites. Ces pratiques illicites, en fait, c'est toute atteinte justement au corpus euh, des lois, des règlements, etc., qui régissent non seulement uniquement l'adoption internationale, mais aussi les droits des personnes, de toutes les personnes, les droits humains, y compris ceux de l'enfant. Euh, le, cette vignette, là, vous voyez, je l'ai mis parce que quand j'ai commencé à travailler sur l'adoption internationale, c'était en 2007.
Et les premiers entretiens que j'ai faits avec des OA, je me souviens avec un OA, avec un responsable qui était catastrophé, qui me disait, mais vous vous rendez compte ce que ça va nous, comment ça va nous impacter cette affaire? Et effectivement, ça a impacté lourdement le monde de l'adoption internationale. D'une manière injuste aussi. Vous voyez ce que je veux dire? D'une manière injuste aussi. Bon. Mais néanmoins, eh bien, les pratiques, les dérives ont continué. Elles ont été, là aussi, j'aurais pu mettre beaucoup d'articles de journaux, etc. Alors, l'adoption internationale et la presse, hein, c'est le sensationnalisme. Faut un peu que ça crache, quoi. Donc, bah, évidemment, c'est pas uniquement la source adéquate pour faire l'histoire de l'adoption internationale, bien sûr. Euh, et puis, la Convention de la Haye, le SSI, des ONG ont travaillé régulièrement pendant toutes les années 2000, 2010, encore maintenant, sur ces questions de pratiques illicites. Donc, je veux dire, c'est pas. On est face à une. Je ne vais pas employer le mot d'évidence, mais on est face à une réalité qui s'impose. Eh ben, il faut la regarder en face. Il faut d'autant plus la regarder en face que désormais, l'adoption internationale connaît un déclin, vous voyez, qui est considérable. Là, j'ai les chiffres que jusqu'en 2022, mais en 2023, vous savez, c'était 170 et quelques, et apparemment, ce sera autour de 100, peut-être même moins de 100 pour 2000, pour 2024. Ça veut dire que pour moi qui suis historien, les questions très développées dans le rapport des inspections interministérielles, etc., de dire eh, il faut faire beaucoup de choses maintenant pour empêcher les dérives, etc. Si les services de l'État français, quels qu'ils soient, ne sont pas capables de s'assurer du caractère parfaitement légal et clean de 100 dossiers, si on nous dit aujourd'hui, il faut vraiment qu'on réforme les choses parce qu'il n'y en a plus que 100, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé quand il y en avait 4500? Et il y a 20 ans. Donc, dans les discours, il y a quelque chose qui n'est pas très logique non plus. Donc, en tant qu'historien, évidemment, on a parlé de génération tout à l'heure. Bah, évidemment que les générations qui sont arrivées dans les années 90, dans les années 2000, elles n'ont pas fini de se poser des questions, de demander des comptes, une reconnaissance. C'est une question politique, la question de la reconnaissance. Les choses sont établies. Après la reconnaissance de l'État, des autres acteurs aussi. Très bien, ce serait un peu équilibré. Eh bien, tout ça, ce sont des questions politiques que l'historien, je veux dire, il ne peut pas, évidemment, il n'a aucune prise là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va durer longtemps. Je travaille aussi sur les enfants eurasiens nés pendant la guerre d'Indochine de pères soldats français et de mères autochtones. Il y a aujourd'hui de ces personnes-là qui ont 80 ans et qui font des tests ADN légalement pour trouver des traces de leurs parents. Donc, mettre ça sous le boisseau, ça ne sert strictement à rien. Et donc, il faut évidemment s'emparer de la question, répondre aux organisations, aux associations, aux collectifs de personnes adoptées qui se multiplient. Là, j'en ai mis que quelques-uns. Bon, voilà. Il y en a d'autres, hein, je sais, mais bon, voilà. Mais j'ai mis aussi les plus anciens. Enfin bon, euh, qui évidemment vont continuer à se développer. Leur rôle est tout à fait essentiel et il faut le reconnaître. Aujourd'hui, ces personnes adoptées, elles ne se contentent plus de simplement livrer leur récit. Leur histoire, c'était déjà bien, c'est déjà beaucoup. Mais elles proposent une lecture de l'adoption internationale en mobilisant les concepts de race, les concepts de postcolonialité, le concept d'intersectionnalité, c'est-à-dire de discrimination croisée. Et ce sont des lectures, ou plutôt pour moi, des grilles de lecture qui sont très intéressantes. C'est parfois érigé en système global d'explication, et là, ça ne satisfait pas l'historien que je suis. Mais néanmoins, évidemment que ce sont des acteurs à part entière, et il faut vraiment leur faire une place dans les réflexions, notamment sur la recherche des origines. Et la recherche des origines,
Caroline a dit tout à l'heure quelque chose de systémique. Moi, je dirais plutôt quelque chose d'holistique. D'holistique, c'est-à-dire qu'il faut que la prise en charge de la question de la recherche des origines, elle croise plusieurs approches et elle repose aussi sur plusieurs expertises. En janvier, il y aura, là je vous ai mis quelques références, mais je les donnerai ensuite. En janvier, il y aura une conférence internationale à Magdebourg sur Politics of Child Adoption in 20th Century. Il va y avoir des historiens essentiellement, mais aussi quelques sociologues, je pense, et juristes qui vont venir d'Allemagne, de Grande-Bretagne, du USA, d'Australie, de Pologne, de Suède, du Canada, de la Norvège, etc. C'est-à-dire en fait de tous les grands pays d'accueil de l'adoption internationale. Euh, et, et nul doute que tous ces débats-là vont aller un peu dans le sens de ce que je vous ai présenté. Merci beaucoup.